Alors que les représentants de tous les pays du monde sont réunis à Madrid pour la COP25, les principaux gaz à effet de serre ont franchi de nouveaux records de concentration dans l'atmosphère, selon les chiffres de 2018. Pour les experts du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, quand bien même les États tiendraient leurs engagements sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, eh bien ce sera au moins plus 3 degrés d'ici la fin du siècle. Un vrai problème donc, alors que chaque demi-degré supplémentaire augmente, on le sait, l'intensité et la fréquence de catastrophes météorologiques comme les canicules, les inondations. En 2015, l'accord de Paris avait engagé 192 pays dans une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour contenir ce réchauffement climatique à plus 2 degrés. Nous sommes 4 ans plus tard et force est de constater que le réchauffement de notre planète s'est manifestement, on va en parler, accentué. Alors peut-on parler d'urgence ou de situation déjà quelque part incontrôlable? Sur ce plateau, Nicolas Van Nuffel pour la coalition Climat. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, François Massonnet, climatologue UC Louvain, chercheur qualifié FNRS. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Noémie Vira, journaliste LN24. Alors on va tout d'abord replacer le cadre autour des enjeux de cette COP25 avec ce reportage qui est signé Brieux Beckers. Ce devait être à Santiago de Chili, mais suite aux violentes manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs semaines, c'est finalement à Madrid que se tiendra la COP25 ces 2 prochaines semaines. Une COP dite COP bleue, car l'accent sera principalement mis sur la préservation des océans, un focus choisi après la publication d'un rapport au mois de septembre par le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Les projections montrent des contributions de hausse du niveau marin beaucoup plus importantes. On parle de 10 à plus de centimètres par rapport au dernier rapport. Donc maintenant, on peut potentiellement atteindre d'ici la fin du siècle une hausse de plus qu'1 mètre de niveau marin si on ne fait rien au niveau des températures atmosphériques. Pendant 10 jours, 25 000 participants sont réunis pour discuter des engagements climatiques. L'occasion pour les ONG présentes d'exercer une pression sur nos dirigeants. C'est vraiment le moment où on attend que les États, principalement les États pollueurs, amènent de nouveaux engagements sur la table qui permettent de respecter les objectifs de l'accord de Paris, donc à savoir vraiment la limite de 1,5 degré. Car justement, la tendance actuelle est alarmante. Alors que les accords de Paris prévoient de maintenir le réchauffement en dessous des 1,5 degré, les mesures prises actuellement par les différents pays mèneraient vers un réchauffement de près de 3 degrés. Il faut profondément transformer la manière dont nous produisons et dont nous consommons. En réalité, toute notre économie est fondée sur cette idée de croissance continue et d'exploitation des ressources. Il faut parvenir à inventer de nouvelles formes de production et de consommation qui soient davantage économes en ressources et surtout qui ne génèrent pas les pollutions qu'on connaît aujourd'hui. Résumons. Le focus de cette COP sera donc mis sur la préservation des océans d'une part, deuxièmement sur le respect des accords de Paris par les États signataires, enfin un troisième pilier sera au centre des négociations, celui de l'aide financière accordée par les pays pollueurs, généralement les pays développés, aux pays en voie de développement qui souffrent en majorité des conséquences de cette pollution. Il y a un déséquilibre énorme entre l'empreinte de certains d'une minorité sur la planète et l'empreinte de la majorité. Le problème, c'est que l'empreinte de la minorité est tellement énorme qu'elle empêche aujourd'hui la majorité de vivre dans des conditions décentes. Il y a 10 ans, lors de la COP 15, il avait été décidé de mettre en place un fonds d'aide de 100 milliards de dollars annuels dès 2020. Un fonds financé par les pays développés au profit des pays en voie de développement. Un fonds qui doit entrer en application dès l'année prochaine donc, mais dont le montant pourrait être revu à la hausse, car depuis 10 ans, de nombreux pays développés n'ont pas spécialement respecté leurs engagements climatiques. Alors François Massonnet, vous êtes expert climat à UC Louvain, chercheur FNRS. Est-ce que c'est vraiment la COP de la dernière chance pour le climat? Dans le sens, est-ce que la situation est tellement catastrophique finalement? Alors c'est une COP de plus, on va dire. C'est une COP qui se passe en 2019. Et en 2019, on peut peut-être commencer à faire un point sur l'année écoulée. On se dirige vers la deuxième année la plus chaude sur Terre depuis plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. Ça, c'est sûr, ça. C'est certain. Plusieurs jeux d'observation le montrent. Donc c'est une observation qui est robuste. L'autre chose, c'est qu'on a des diminutions significatives de banquise arctique. Alors la banquise, ça paraît un peu anodin, mais c'est un indicateur très fort du changement climatique parce que c'est de la glace. La glace fond quand il fait plus chaud, ça je vais pas vous apprendre quelque chose.
la banquise antarctique dans l'hémisphère sud qui avait légèrement augmenté pendant plusieurs dizaines d'années et en train de complètement basculer et en train de perdre son étendue. Donc depuis 4 ans, la surface de banquise antarctique est aussi en train de décroître à des taux assez rapides. Donc les signaux sont assez forts en 2019, mais ils sont quelque part dans une continuité de ce qui s'est passé sur les dernières dizaines d'années. Et pour rajouter quelque chose à ça, il faut aussi mentionner que les niveaux de concentration de gaz à effet de CO2 dans l'atmosphère en 2019 inexorablement continuent à monter et sont supérieurs à ceux de l'année passée. Donc malgré les engagements, malgré la prise de conscience, on voit que le dioxyde de carbone, la concentration de ce gaz à effet de serre continue à augmenter de façon inlassable. Donc malgré des mesures qui commencent à être prises à certains endroits du globe, en tous les cas, pour essayer de lutter contre ce réchauffement, finalement ce que vous dites, c'est qu'on ne constate pas d'évolution positive, au contraire. Exactement, on constate que tout ça continue à se passer comme si de rien n'était. Alors il faut quand même expliquer quelque chose qui est très important, c'est que le système climatique a une certaine inertie. Si aujourd'hui vous vous arrêtez d'émettre dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, évidemment c'est pas demain que la température va chuter de 1 ou 2 degrés. Et d'ailleurs les modèles climatiques qui sont utilisés pour faire des projections montrent que quel que soit le scénario socio-économique que l'on se choisit, la température d'ici 2050, elle ne va pas être très différente. Elle va continuer à augmenter parce que de la chaleur a été stockée dans les océans, qui sont vraiment un réservoir d'énergie, parce que le système a une certaine inertie. Même chose pour l'élévation du niveau de la mer. Que vous choisissiez un scénario à très faible concentration en gaz à effet de serre ou à forte concentration, le niveau de la mer va continuer à monter d'ici la fin du siècle, quoi qu'il arrive. Continue à monter, on a des projections de combien, enfin voilà. Alors on parle dans une gamme assez basse de 40 cm en moyenne globale. Ouais. J'insiste que c'est une moyenne globale à laquelle il faut rajouter des variations régionales qui peuvent atteindre jusque 30%. C'est-à-dire que si vous avez une augmentation de 0,4 mètres, donc 40 cm, vous faites le calcul, vous rajoutez 12 cm de chaque côté. Donc il peut y avoir des effets régionaux. Et dans une gamme haute, si on va vers un scénario plus agressif, comme le disait votre intervenant dans l'interview, on pourrait dépasser le mètre en moyenne globale. Vous rajoutez de nouveau 30 cm ou vous en enlevez 30 selon que vous vous trouvez dans une région du globe ou dans une autre. Donc ces projections, elles sont de façon inhérente, elles sont un peu inexorables parce que ce qui va se passer sur les dizaines d'années à venir ne va pas pouvoir être évité dans la mesure où le système a une certaine inertie. Oui, c'est ça. Et l'inertie, il faut finalement imaginer combien d'années pour qu'on puisse, si maintenant on arrête brutalement à émettre des gaz à effet de serre, ce qui semble tout à fait illusoire, mais bon, à partir du moment où on arrête, ou en tous les cas on fait des efforts, quelle est cette inertie en fait? Est-ce qu'on peut la mesurer? Alors tout à fait, on peut la mesurer, on peut la quantifier, et donc c'est, comme je disais, c'est à partir de 20-30 ans qu'on va pouvoir commencer à séparer des trajectoires et à infléchir des trajectoires climatiques. J'insiste bien, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire d'efforts. Et donc ça souligne bien tout le problème, c'est que l'effort qu'on fait aujourd'hui va bénéficier aux générations d'après. Et c'est peut-être pour ça que c'est tellement difficile de se mettre à l'action, c'est parce qu'on sait que les politiciens, les gens de la société civile savent que s'ils font des efforts aujourd'hui, c'est pas spécialement pour eux-mêmes, mais c'est pour les gens qui vont les suivre. Ouais. Donc c'est ça toute la problématique de ce débat dans les émissions de gaz à effet de serre. Nicolas Van Nuffel pour Coalition Climat, ça vous semble pas catastrophiste en tous les cas, ces prédictions, c'est une réalité quoi finalement. Alors, j'ai coutume de dire aux gens qui accusent ceux qui crient et tirent la sonnette d'alarme d'être catastrophistes, de dire qu'il faut faire une différence entre deux choses. Être catastrophiste aujourd'hui, c'est dire on est tous fichus, il faut plus rien faire, on va tous mourir. Le catastrophisme, c'est ne pas chercher de solution. Dire qu'il y a crise, ce n'est pas du catastrophisme. Et en fait, dire qu'il y a crise majeure aujourd'hui, c'est simplement suivre ce que des climatologues nous disent, c'est suivre ce que la science nous dit. Mais ce que les climatologues nous disent, et le rapport du GIEC qui est paru il y a un peu plus d'un an, qui nous donnait les implications d'un monde à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, donc ça veut dire seulement 4 dixièmes de degré par rapport aux températures actuelles, ils nous disent la crise est grave, elle doit être prise comme telle.
Il faut, on a entendu François Gemène le dire, des changements majeurs dans nos modes de production et de consommation, mais des solutions sont possibles. Le rapport du GIEC dit bien, il est encore possible de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, mais ça demande d'une part des décisions extrêmement rapides, et là on va avoir l'occasion d'y revenir, ce qui va surtout compter c'est la COP26 l'année prochaine, où les États doivent venir avec des ambitions renouvelées, et puis surtout il y a un virage à prendre dans les 10 ans qui viennent, on aurait dû le prendre il y a 30 ans, et toute personne qui a son permis de conduire sait que plus on attend avant de prendre le virage, plus ça devient dangereux de tourner. Et donc maintenant, il va falloir tourner avant de prendre le mur qui est en face de nous. On a 10 ans pour le prendre, ce virage, et puis on a une génération pour aller au bout du chemin, qui est la sortie du pétrole, du charbon et du gaz. Vous disiez il y a quelques minutes, que se passerait-il si on arrêtait tout d'un coup? J'aime bien faire la comparaison avec la drogue. En fait, on est carbonomane aujourd'hui comme on peut être héroïnomane. Et donc, on sait que quelqu'un qui est dépendant à l'héroïne ne peut pas arrêter du jour au lendemain sans rien faire l'héroïne. Il faut passer par des substitutions, etc. Il faut un accompagnement. Aujourd'hui, notre société est totalement dépendante du pétrole, du charbon et du gaz. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas entamer une cure de désintoxication. Donc cette cure, elle va durer 30 ans, mais elle doit commencer aujourd'hui. C'est ça, ça veut dire qu'il faut changer finalement radicalement nos modes de vie, quoi. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension de changement des comportements qui est évidente. La technologie seule ne suffira pas. Donc il faut plus de transports en commun, par exemple. Il faut changer notre façon de nous déplacer, notre façon de manger. Il faut isoler nos maisons, etc. Et puis il y a une dimension technologique qu'il ne faut pas nier. La technologie ne va pas tout résoudre. Mais la technologie peut aider, évidemment. Je veux dire, quand on développe les énergies renouvelables, c'est aussi sur des bases technologiques. De la même façon, en matière d'agriculture, eh bien, on doit sortir d'un modèle totalement dépendant de pesticides, d'engrais, etc., et aller vers des modes plus agroécologiques, plus respectueux de la planète. Mais donc, c'est un changement de façon de faire, mais ça demande aussi du développement de la recherche scientifique. Alors François Massonnet, si on en croit le GIEC, donc malgré si les États tiennent leurs engagements sur la réduction des émissions à effet de serre, on serait non pas à plus 1,5 mais plus 3 degrés, quoi. Donc quelles sont les conséquences là sur la planète finalement, on se dit qu'on est au double de ce qu'on aimerait atteindre. Oui, je vais aussi commencer par rappeler donc qu'actuellement on est déjà quasiment à 1 degré au-dessus des moyennes pré-industrielles, donc on est quasiment à la moitié du chemin vers 2 degrés, et on est même presque à 1,5 degré qui est l'objectif avoué de la COP de Paris. Donc c'est un chiffre quand même à garder en tête, c'est qu'on est plus très loin de cette limite qu'on s'est donnée et qu'on a envie de pas dépasser. Et vous posez la question de savoir à quoi va ressembler un monde à 3 degrés. Ce que disent les modèles climatiques et les projections, c'est que évidemment on a une hausse moyenne de température qui va se manifester localement par une recrudescence de vagues de chaleur en été, par des nuits plus chaudes, par une élévation du niveau de la mer, j'en ai parlé, par une disparition progressive de la banquise arctique en été. On estime par exemple que à 1,5 degré, on pourrait observer des étés qui sont libres de glace en Arctique tous les 100 ans, alors qu'à 2 degrés, ça pourrait être tous les 10 ans. Donc on a quand même un rapport de 1 à 10. Degré, la différence, c'est quand même... Il y a une différence énorme entre 1,5 et 2 degrés. On pense souvent qu'un demi-degré, ça change rien. Mais quand on intègre un demi-degré sur toute la surface de la Terre et sur toute la masse de l'atmosphère, ça fait vraiment une différence d'énergie totale qui est énorme. Et donc les conséquences à 2 degrés ou à 1 degré à 1,5 degré sont pas du tout les mêmes. Alors, on parle souvent de température parce que c'est l'indicateur le plus facile, un peu comme le PIB. Le PIB est un indicateur facile pour l'économie, mais c'est toujours trompeur de s'arrêter sur un indicateur. Il faut regarder d'autres indicateurs. Quels sont les autres indicateurs, justement? On regarde par exemple, en tant que climatologue, l'énergie qui est stockée dans l'océan. On voit que les premières couches de l'océan se sont réchauffées de façon absolument constante et irrévocable depuis plusieurs dizaines d'années. On observe qu'il y a un autre problème lié au CO2, c'est ce qu'on appelle l'autre problème du CO2, c'est l'acidification des océans. Donc tout le CO2 supplémentaire qui est arrivé dans l'atmosphère, il y a une partie qui reste dedans, une partie qui est captée par la végétation, mais il y a une partie qui va directement dans les océans. Et en allant dans les océans, il contribue à l'acidifier, ce qui perturbe la croissance de petits animaux qui ont des exosquelettes, par exemple. Donc ça va déstabiliser toute une chaîne alimentaire, et ça va pouvoir avoir des répercussions sur tout l'écosystème en général. On a des observations maintenant de ce qu'on appelle des vagues de chaleur marines. C'est-à-dire qu'on a des vagues de chaleur sur Terre, comme on l'a connu en été, mais on a aussi
dans certains endroits du globe, des anomalies de température qui se passent durant des laps de temps assez courts et qui viennent perturber les écosystèmes pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est quelque chose d'assez fort et ces phénomènes sont supposés s'amplifier proportionnellement à la température et même peut-être non linéairement, c'est-à-dire que si on va vers un monde à 2 ou 3 degrés, les conséquences ne seront pas simplement 1,5 fois plus fortes. On a peut-être des phénomènes d'emballement, on va peut-être y revenir plus tard, qui peuvent jouer avec des rétroactions positives et des... C'est un peu comme un élastique finalement, c'est un effet... Alors c'est un peu comme un élastique, ça peut même être pire que ça dans la mesure où on peut passer un sommet, un cap et perdre un peu le contrôle de la dynamique du climat. Alors, je reste prudent parce qu'il y a en effet des études qui ont été publiées là-dessus. Il y a des études qui ont montré qu'on pourrait passer un point de rupture, si vous voulez, un point de déséquilibre, ce qu'on appelle en anglais les tipping points. Maintenant, ce sont des études qui sont basées souvent sur un seul modèle, qui sont pas toujours répliquées. Est-ce qu'on a un point de déséquilibre global ou est-ce que tout ça va être plus linéaire? Donc ça reste des sujets de recherche qui sont très actifs. Ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir régionalement des points de rupture. À partir de quel moment est-ce qu'on va les dépasser? C'est ça la grande question. Donc on a une bonne compréhension physique du fait que des systèmes peuvent être déséquilibrés, mais jusqu'où il faudra aller pour les déséquilibrer, c'est la question qui reste en suspens. Moi j'ai tendance à dire que quand on ne sait pas, par principe de précaution, on ne joue pas avec le feu et on reste très prudent. On va continuer à en parler, on va marquer juste une petite pause et puis on se retrouve avec nos experts invités en plateau et on continue de parler du climat et de la COP 25 à Madrid. À tout de suite.